Merci pour tes encouragements. Ok les amis, on va démarrer maintenant, on est presque 40, ça fait 8 minutes qu'on est ensemble et je pense que c'est le moment de démarrer. On va donc aujourd'hui étudier ensemble un thème du code de la route, ou plutôt en réalité deux thèmes qui sont en fait, le premier thème c'est le transport des passagers et le deuxième le chargement du véhicule. J'ai préféré faire les deux thèmes ensemble parce qu'ils sont pas très longs, ils sont très faciles à comprendre, vraiment, et c'est des thèmes qui tombent au jour du code de la route les amis, c'est des thèmes qui tombent à l'examen. Donc, soyez très vigilants, très concentrés. Et ce que je vous propose, comme à notre habitude, laissez-moi traiter chaque sous-thème l'un après l'autre et ensuite, posez-moi des questions quand je vous interpelle. Parce que sinon, on va jamais y arriver. Je ne peux pas remonter dans les questions, sinon vos questions vont se perdre. Ça marche pour vous? On démarre? Super. Allez, donc, ce qu'on va faire ensemble, les amis, c'est qu'on va d'abord parler du transport des passagers. Alors, pour rappel, le transport des passagers, les amis, il faut bien comprendre un truc, c'est que quand on a des passagers dans la voiture, surtout les enfants, on va plutôt avoir tendance à les faire descendre côté trottoir toujours, c'est important, et leur demander de toujours en fait vérifier en ouvrant la porte s'il n'y a pas des voitures en approche, par exemple, si on n'a pas possibilité de les faire descendre côté trottoir, par exemple. Ça marche. Ensuite, les enfants, rappelez-vous, les amis, doivent être positionnés sur des sièges homologués. Ok, super important. Les sièges homologués, ben, simplement quand vous allez en magasin, il suffit juste d'aller chercher l'étiquette, il y a écrit CE, Communauté européenne. D'accord. Ensuite, on va regarder ensemble comment désactiver. Alors, attendez, je l'ai imprimé, je vais le sortir. Hop. Lorsqu'on a affaire à des enfants dans la voiture, les amis, il faut faire attention toujours à désactiver les portières. Donc, comment on désactive les portières? Ici. Voilà. Vous voyez? Donc, très souvent, c'est un petit loquet qui a soit côté à l'arrière de la portière. Là, c'est le dessin de la portière arrière de la voiture. Hein. Soit à l'arrière, soit des fois, c'est dans la porte. Moi, par exemple, sur ma voiture, c'est en ouvrant la porte, en fait, derrière la poignée, au niveau de la carrosserie. Ne pas oublier, c'est un loquet soit c'est un loquet, c'est mécanique, soit sur certains modèles un peu plus récents, vous allez avoir en fait un bouton qui sera à l'avant côté conducteur de la voiture. Alors, je vais y venir, Oda, je vais y venir. Ensuite, ici, vous voyez que c'est pour la fermeture des vitres. Alors attention les amis, la fermeture électronique des vitres n'est possible que dans les véhicules qui sont équipés de fenêtres électriques à l'arrière. Et c'est pas souvent le cas. Moi par exemple, ma Clio 4 qui est un véhicule auto-école, eh bien à l'arrière c'est encore les manivelles, les fameuses manettes. Voilà. Donc là il y aura pas grand chose à faire. On pourra pas jouer sur le mécanisme de la fermeture, de l'ouverture de la fenêtre. En revanche, c'est pas trop grave parce que c'est un système mécanique. Pour un enfant, c'est très complexe déjà d'arriver simplement à aller chercher la manivelle pour ouvrir la fenêtre. C'est quasi impossible pour un enfant. Et puis même le maniement est trop complexe pour lui, par rapport à son développement cérébral. Donc il n'y a pas de risque. En revanche, pour les vitres électriques, lorsqu'elles sont électriques à l'arrière, eh bien vous avez un bouton de fermeture des vitres, de blocage des vitres arrière. Voilà. Ça c'est dit. Ensuite, c'est important aussi les amis, quand on a des enfants, on les fait toujours monter à l'arrière, surtout pour les enfants de moins de 10 ans, sauf dans deux cas, sauf quand on n'a pas de banquette à l'arrière ou que les sièges arrière ne sont pas équipés de ceinture de sécurité. Ça peut arriver sur les très vieux modèles, même si c'est très, très rare. Aussi, une chose très importante, lorsque vous avez des enfants assis à l'arrière, vous devez toujours, dans le cas où vous avez plus d'enfants que de sièges prévus, installer un enfant à l'avant, mais toujours prenez l'enfant le plus âgé qui va aller devant. Très important. Donc c'est moins de 10 ans, Oda, on disait. Hein. Les enfants de moins de 10 ans, ils montent à l'arrière. Okay, à partir de 10 ans, ils peuvent monter à l'avant. Des fois, il y a aussi des exceptions par rapport au poids ou la taille de l'enfant, mais vous prenez pas la tête par rapport à ça, sinon ça complique trop les choses. Restez sur la notion d'âge. Avant 10 ans, à l'arrière. Après 10 ans, si on n'a pas de possibilité de le placer à l'arrière, à l'avant. Mais sinon, on le laisse à l'arrière, par précaution. Maintenant, lorsqu'on place un enfant à l'avant du véhicule, dans un siège bébé, ou plutôt un bébé, donc dans un siège incliné, avec un bébé qui va être couché et dos par rapport à la route, on n'oubliera pas de débloquer le bouton d'airbag, en fait, pour éviter que l'airbag ne s'enclenche en cas d'accident et qu'il aille écraser le siège bébé contre le siège, contre le dossier de la voiture. Et attention les amis, parce que l'airbag, quand il se déclenche, rien ne l'arrête. C'est un système extrêmement puissant. Il arrache tout l'airbag quand il s'ouvre. Hein.
Donc, faut être très vigilant. Pareil, j'ai pas la photo pour la déconnexion d'airbag, mais vous verrez, très généralement, c'est soit dans la boîte à gants, vous trouverez le bouton d'airbag avec une clé, très généralement à tourner, soit un bouton que vous trouverez, pardon, excusez-moi, que vous trouverez sur le côté entre la plage avant et l'ouverture de la portière, côté passager. Voilà. Ensuite, on va continuer. Donc, on va partir sur les notions de transport de passagers. Très important, les amis. Quand vous transportez des passagers, vous ne devez pas faire monter des passagers alors qu'il n'y a pas de place. N'oubliez pas, cette notion-là est fondamentale et aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des gens qui la respectent pas, souvent parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, mais on a toujours le choix de la sécurité. C'est celui qui est primordial, n'oubliez jamais. Une personne, une place, une ceinture, les amis. Une personne, une place, une ceinture. Ok? Faites très attention à ça. Très souvent, dans la carte grise du véhicule, on vous met le nombre de places que le véhicule maximum peut prendre, tout simplement. Donc, si je dis pas de bêtises, normalement, pour moi, c'est la notion de S1 sur la carte grise. Je demanderai à Nabil, qui nous suit, de nous confirmer ça. Mais c'est bien la notion de S1. Donc, si on regarde 1, on regarde là, les amis. Faites pas attention au reste pour le moment, s'il vous plaît. Restez concentrés là-dessus. On voit bien que c'est 5 places. Donc, le véhicule, mon véhicule à moi, la Clio 4 bleue que vous connaissez très bien, elle peut accueillir jusqu'à 5 personnes, conducteurs compris. D'accord? Donc, on ne dépasse pas ce chiffre. C'est vraiment important. Alors, ensuite, aussi important, pensez, les amis, toujours à équilibrer le poids dans le véhicule. D'accord? Équilibrer le poids. Ça veut dire que, surtout que là, on parle de confinement, il y en a beaucoup comme moi qui vont grossir. Donc, quand vous avez des gens, les amis, qui pèsent un poids important, alors vous leur dites avec les formes, hein, tu vas pas dire à ton ami ou quelqu'un de ta famille, ouais, t'es trop gros, décale-toi. Non, c'est juste d'équilibrer le poids. Donc, si vous êtes plutôt quelqu'un de maigrichon ou on va dire une carrure normale, svelte, et qu'à côté de vous, le passager, il est très imposant, à l'avant ou à l'arrière, si jamais il y en a un troisième, pensez à équilibrer et à lui demander logiquement de se mettre derrière vous, dans l'axe central derrière vous. Comme ça, vous équilibrez le poids dans la voiture. Ça a l'air de rien, mais c'est super important, les amis. Super, super important. Surtout quand la voiture, elle vieillit. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on pense bien à vérifier, et c'est à vous de le faire, vérifier que les passagers sont attachés. Je vous mets en garde. Je ne vous souhaite pas que ça vous arrive le jour où vous avez un accident grave, que tout le monde ait envie, sauf celui qui a pas attaché la ceinture et que vous aviez oublié de prévenir ou que vous avez pris ça à la légère. Je vous souhaite pas que ça vous arrive parce que vivre avec un mort sur la conscience, c'est très, très difficile, les amis. Donc, votre travail en tant que conducteur, vous êtes le conducteur, vous êtes le capitaine à bord. C'est de vérifier si tout le monde a sa ceinture. Et si quelqu'un n'a pas sa ceinture, tu prends ça au sérieux, tu dis écoute, mets ta ceinture, ou sinon je démarre pas la voiture. C'est aussi simple que ça. D'accord? C'est vous qui avez la responsabilité de vos passagers au niveau de la ceinture de sécurité. Ils doivent l'attacher. Ok? Maintenant, vous allez me demander, peut-être, est-ce que mes passagers risquent une amende dans le cas où ils n'ont pas la ceinture? Qui c'est qui prend l'amende en cas de contrôle? Si vos passagers ont le permis de conduire, c'est eux qui prennent l'amende. Si c'est votre permis de conduire et que les passagers n'ont pas de permis de conduire, ne sont pas titulaires du permis, l'amende peut vous tomber à vous. Ça marche? L'amende, ça peut être pour vous, les amis. Donc, Selem Fauzi, merci de nous rejoindre. Très bien, on continue. Ensuite, les amis, les appuis-têtes. Alors, c'est pas trop, c'est dans une moindre mesure, c'est moins grave. Mais on vérifie quand même, si possible, les appuis-têtes, surtout du passager, tu me diras. Mais vérifiez les appuis-têtes, que l'appui-tête il soit bien. Alors rappelez-vous, c'est toujours pareil, l'appui-tête, je vais faire l'égyptien. L'appui-tête, c'est toujours dans le prolongement du haut du crâne. L'appui-tête dans le prolongement du haut du crâne. D'accord, les amis? Ça marche? Voilà. Allez, on continue. Donc, attention, pas de pieds sur le tableau de bord. Laissez pas vos amis, surtout l'été, quand il fait chaud, laissez mettre les pieds sur le tableau de bord. C'est super dangereux. Si jamais il y a un accident et le mec il a les pieds sur ce tableau de bord, il va perdre, au minimum, son bassin, il va se déboîter. Ça, c'est le minimum qui va lui arriver en cas d'accident grave. S'il a les pieds qui sont sur la plage avant. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, pas de passagers dans la caravane ou l'arme. Oui. Si vous tractez une caravane ou une remorque, évitez de mettre des passagers dedans. Ok? C'est interdit. Les passagers sont dans la voiture.
En revanche, si jamais vous tractez un camping-car, les passagers, un camping-car, vous n'allez pas le tracter, vous allez plutôt le conduire. Les passagers dans le camping-car doivent être attachés. C'est pas genre, moi, je conduis mon camping-car et derrière, une petite famille qui fait sa petite vie, ils sont là, ils jouent aux cartes, ils se servent à manger, l'autre, il dort. Non, non. C'est pas, tu conduis pas un salon. Quand tu conduis un camping-car, tu conduis un véhicule. Potentiellement, vous êtes en danger. Donc, ça, tout le monde a sa ceinture, les amis. C'est important. Bon, maintenant, c'est sûr, des camping-cars, vous n'allez pas en conduire tout de suite pendant votre formation de conducteur ou même après avoir le permis. Moi, un camping-car, pour dire la vérité, j'ai jamais conduit de camping-car de ma vie. Mais ça peut arriver. Alors, donc, restez concentré, oui, c'est très important. Restez bien concentré sur la conduite. C'est important. Restez concentré sur la conduite. OK ? Faites attention à ne pas participer à toutes les conversations, les amis, parce que en fait, quand vous participez à une conversation, vous en rendez pas compte, mais vous êtes occupé à parler, à réfléchir, à penser ce que vous dites, et en plus, des fois, ça génère des émotions. Alors quand ça génère des émotions, c'est encore pire. Donc attention à rester bien concentré au volant. Ça marche ? Alors, si le véhicule est plus lourd, attention aussi, si jamais vous tractez une remorque, les amis, le véhicule va être plus lourd. Même sans remorque, imaginons que tu fais rentrer 4 amis à toi dans un véhicule de 5 places. Vous êtes 5 places, c'est des gens plutôt costauds, et le véhicule, donc, il va être chargé. Là, tu charges 5 personnes, ça fait déjà 300, 350 kilos, minimum. Ça peut monter des fois jusqu'à 500 kilos, hein, 5 personnes. Enfin, ouais, peut-être, dans une moindre mesure, peut-être pas, parce que faudrait que chacun fasse 100 kilos. Mais bref, tu dépasses facile les 300 kilos. Vous allez sentir sur la conduite, les amis. Le freinage va être plus difficile. Vous allez voir que vous allez sentir plus de force quand vous allez sentir une plus grande inertie quand vous allez freiner. Les insertions sur voie rapide, les dépassements vont être plus difficiles. Donc, il faudra accélérer et descendre bien les rapports de vitesse pour pouvoir récupérer du couple, de la patate, pour que la voiture puisse s'insérer plus facilement. Il faut en prendre conscience, les amis. Ça, c'est très important. Ensuite, si jamais vous avez des animaux, moi, perso, j'en ai pas. Mais si jamais vous avez des chiens, les chiens, c'est harnais spécial avec la laisse et on l'attache dans un endroit dans le coffre, d'accord ? Il faut lui laisser la place, bien sûr, pour pouvoir qu'il puisse respirer et bouger un tout petit peu. Et tout ce qui est chat, petits animaux, ça va être dans une cage, voilà. Et la cage dans l'idéal, vous devez l'arrimer. Sur les voitures, c'est pas le cas, mais sur les nouveaux véhicules, vous avez souvent des points d'arrimage pour positionner en fait votre cage avec l'animal à l'intérieur. Voilà. Alors, je continue donc. Ok, bon, pour l'instant, on a terminé. Je vais juste passer au thème. Nabil nous donne la réponse, c'est super. Merci à toi, Nabil. Moi, je passe à la suite en attendant. Coffre léger, coffre de toit. Ok, alors. Pour les bagages, les amis. Pour les bagages. Voilà, donc merci pour la réponse, Nabil. Je répète la réponse de Nabil. Avant 18 ans, c'est bien le conducteur qui paye l'amende. Et à partir de 18 ans, c'est celui qui n'est pas attaché qui paye. Donc, Cristiano Ronaldo, tu avais raison. Et Sabrina aussi, tu avais raison. Super, merci à toi. Donc, je continue, les amis. Maintenant, on va parler du chargement du coffre. Alors, pour charger le coffre, il faut faire la différence entre deux types de bagages. Celui-là. Donc, ça, c'est un très gros bagage. Voilà, ça fait 100 litres. Vous voyez, voilà, comme ça, voilà. Donc, les gros bagages de 100 litres, en général, on va faire attention, en fait, à les charger dans le coffre. C'est super important. Cela, vous privilégiez le coffre pour tout ce qui est gros chargement. D'accord ? Ensuite, ça, c'est petit bagage, les amis. C'est beaucoup plus petit. Donc ceux-là, si jamais on a la place, on va les mettre dans le coffre, effectivement. Par contre, si on n'a plus de place, on va les positionner sur la barre de toit. D'accord ? Super important. Donc, la barre de toit, soit elle est seule, soit c'est une barre de toit équipée avec un coffre de toit. Et pensez bien à toujours vérifier les arrimages. Super important. Ouais, tu m'étonnes. Alors... Et oui, Zora, oui, tu as tout à fait raison. J'allais y venir justement. Les bagages, les amis, jamais on pose rien sur la plage arrière. Pas de sac, pas de bagages, pas de sac à dos. Surtout pas ça. De toute façon, ça c'est compliqué de le mettre sur la plage arrière. Mais c'est super important parce que si tu poses un bagage, si tu as un accident grave, et je vous promets, si tu as un accident grave, et que tu as juste un sac à main ou un petit sac à dos, regarde bien. C'est comme si tu te prenais un bloc de béton sur la tête. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que dans ton véhicule, le sac, il va subir la décélération à cause de l'accident.
Donc en fait, ça va être un vrai projectile pour les passagers à l'arrière et pour ceux à l'avant. Et voilà ce que tu risques de te prendre dans la tête, c'est l'équivalent d'un parpaing. Donc il faut être super vigilant. Putain, il faut que je fasse de la muscu, il m'a arraché les bras le truc. Oh. Bon, celle que Safou est en train de poser, s'il te plaît. Alors, moi je continue en attendant. Comment une valise peut devenir un projectile? Alors, en fait, ta valise, tous les objets qui sont dans la voiture, ça c'est une loi fondamentale en physique, tous les objets se déplacent à la vitesse de la voiture. Si tu roules à 110 km/h sur une autoroute, ta valise, c'est comme si en fait, elle était projetée à 110 km/h. Au moment où tu vas avoir ton accident, la perte de vitesse en fonction de la gravité de l'accident, la perte de vitesse, elle peut être très, très brutale. Ton objet n'est pas attaché dans la voiture. Donc ton objet, lui, il va pas subir la décélération comme toi qui es attaché avec ta ceinture. Toi, ta ceinture va te bloquer. Mais l'objet, lui, il n'y a rien qui le bloque. Donc lui, il va continuer sa course à 110 km/h pendant une fraction de seconde. Et donc, il va aller défoncer tout ce qu'il a devant lui, simplement. Ouais, bah oui, Latifa, je voulais vous faire un truc bien, donc du coup, on s'est équipé un petit peu, ouais. Alors, Sabrina, non, on peut pas mettre les bagages sur les sièges arrière. Impossible. On met rien dans la voiture. On n'a pas le droit de mettre sur la plage arrière et on n'a pas le droit de mettre non plus normalement par terre. Même par terre, c'est dangereux. On doit éviter de charger des encombrants dans le véhicule, soit sur la plage arrière ou par terre. On doit les mettre dans le coffre ou dans une barre de toit, avec soit un coffre de toit, soit juste la barre de toit et les éléments qui sont arrimés avec des sangs. Alors, donc on continue. Là, on l'a dit, donc les amis, vérifiez le chargement à chaque pause, s'il vous plaît. Faites très attention aussi, les amis. À chaque pause, vous devez vérifier les chargements, vous devez vérifier l'arrimage. Donc, dans le coffre, effectivement, bah, si c'est pas à part un animal, tu vas vérifier que tes bagues. Si c'est un animal, effectivement, tu vas vérifier que ton chien, il est bien arrimé. De toute façon, ton chien, bah, tu vas faire une pause, il va faire une pause aussi, il va descendre, il va se dégourdir les pattes, comme toi, tu vas te dégourdir les jambes. Les bagages, tu vas pas faire attention, ils sont dans le coffre, tu t'en fous. En revanche, sur la barre de toit, tu vas vérifier que l'arrimage du coffre est toujours en place, il est intact. Tu vas vérifier aussi que les sangles sont toujours bien attachés, tout simplement. Ouais, bah si, Mandino, c'est comme ça que ça se passe, ouais. Ouais. Allez, donc, ouais, merci Nabil. Nabil vous répondra en même temps en direct, il va me pouvoir dire que si vous êtes en ville. Mais vous ne prenez pas la tête avec ça. Si vous savez que vous êtes chargé avec soit des occupants dans la voiture, soit des bagages, surtout s'il y en a sur le toit, eh bien, vous faites attention à la distance de sécurité, à la vitesse, et lorsque vous abordez des virages, vous faites attention aussi à ralentir votre allure, et toujours en descente, faites attention en descente à bien utiliser le frein moteur plutôt que le frein à main. Voilà. Passager. Oui, on va voir ça juste après pour le poids, Nabil. Mes amis, pour le poids, on voit ça juste après. Alors, justement, c'est très bien, c'est génial en fait, vous faites les transitions, donc c'est top. Pour le chargement du véhicule, on va voir ça, mais juste avant, je voulais quand même vous montrer un truc. Ça, c'était important quand même. C'était justement sur le chargement en lui-même. Donc, voilà la petite photo qui va bien. Et voilà comment on doit faire le chargement d'une voiture. À l'avant, le chargement ne doit jamais dépasser l'aplomb du véhicule, les amis. Donc, il ne doit pas dépasser le capot de la voiture à l'avant. Ça marche? Le sac à main, Sarah, on le met dans le coffre, ouais, toujours. Ensuite, à l'arrière, on ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres à l'arrière, un chargement. Maintenant, si jamais on dépasse de plus d'1 mètre, ouais, à Trigo, j'y viens, si jamais vous dépassez de plus d'1 mètre, vous devez ajouter un dispositif réfléchissant. D'accord? Alors, ça peut être un gilet jaune, tout simplement. OK? Maintenant, le dispositif réfléchissant, hop, si jamais il dépasse entre 1 mètre et 3 mètres, par contre, ça suffit pas, le dispositif réfléchissant. Il faudra en fait plutôt avoir en fait une lumière rouge, en fait, tout simplement, un dispositif qui va émettre en fait comme un feu rouge qui va émettre en fait une lumière quand la visibilité est réduite, quand la visibilité est réduite, ou la nuit. Ça marche? Donc je recommence. À l'avant, on ne dépasse pas l'aplomb de la voiture. À l'arrière, on ne doit pas dépasser de plus
de 3 mètres à partir de la fin de la voiture, hein, du coffre. En sachant que si jamais on dépasse d'1 mètre, entre 1 et 3 mètres, on doit ne pas mettre de gilet jaune, par exemple, de dispositif réfléchissant, mais carrément un dispositif qui émet de la lumière rouge, tout simplement. Ça marche? Est-ce que ouais, tu peux aussi le mettre en bas des sièges, pourquoi pas, ouais. Voilà, c'est bon pour vous. Atrigo me dit que c'est bon. Donc les amis, je vais continuer, je passe à la suite. Hop. Non, Mandocino, non. Alors c'est seulement. Alors quand on dépasse de 1 mètre, on n'est pas obligé de mettre de dispositif lumineux, sauf quand le crépuscule arrive ou que la nuit est tombée. Je continue. Alors. Oui, et les amis, très important. Sur la largeur de la voiture, donc imaginez-vous, d'accord, vous êtes au volant là, la largeur des voitures, en fait, le chargement ne doit pas dépasser de 2,55 m au niveau de la largeur de la voiture, tout simplement. Ça, c'est important aussi. On le dit rarement, mais c'est important de faire attention, d'accord. Bébel, le chiffon rouge, c'est pas homologué. Si c'est un dispositif réfléchissant, peut-être, mais ça, je crois que c'est au bon vouloir des forces de l'ordre, si jamais tu subis un contrôle. Mais bon, c'est un dispositif rouge, c'est mieux, qui émet une lumière, c'est beaucoup mieux. Maintenant, si c'est réfléchissant, bah, peut-être que dans la majorité des cas, ça passe aussi. Mais voilà, il faut vous remettre bête et discipliné dans ces cas-là. C'est important parce qu'il faut vraiment qu'on vous voit, hein, les amis. Hein. C'est très important. Et souvent, malheureusement, surtout dans les grandes agglomérations, les autres usagers ont tendance à coller le véhicule. Et ça, c'est pas bon. Tac. Alors, Sébastien, tu me dis qu'il n'y a pas de limite pour les barres de toit en hauteur. Je crois que à la base, les barres de toit, elles sont de toute façon homologuées et elles-mêmes ne dépassent pas une certaine limite. Donc, il me semble que non, mais si jamais tu as cette information, n'hésite pas à nous la communiquer. Ouais, voilà. Effectivement. Alors, quand on va rentrer dans un tunnel, tu fais très bien de le dire, Nabil. Attention, les amis, en fait, du coup, c'est ça qui est dangereux, en fait, quand on transporte, on le verra après avec les remorques, ou quand on transporte, en fait, de la marchandise ou des affaires, ce que vous voulez, en hauteur sur la voiture, bien, fatalement, en fait, votre hauteur, elle va augmenter. Et donc, il faudra faire attention et être vigilant par rapport aux panneaux que vous n'avez pas du tout l'habitude de regarder et qui concernent justement les problèmes de hauteur. Et on verra après pour le problème de chargement avec les remorques qui concerne les problèmes de limite de poids. Et ça, c'est ça qu'il faut être très vigilant. Donc, c'est toujours bon de repotasser un peu son code de la route quand on sait qu'on va transporter une remorque ou qu'on va avoir des éléments qui sont plus hauts sur la voiture. Pour la remorque Mendocino, on verra après, oui. Pour le toit, il n'y a pas d'obligation. Si tout ce que tu mets dans ton coffre, ça rentre, tu n'as pas d'obligation d'avoir des barres de toit avec un coffre. En revanche, si tu veux charger des barres de toit, si tu veux charger un coffre et que ça dépasse et que tu as encore besoin de charger tes affaires, effectivement, bah, tu vas devoir privilégier le toit parce que tu n'auras pas le choix en fait. Allez, on continue. Donc, oui, 2 choses importantes aussi. Alors, quand tu vas au bled, tu prends tes bagages où? Alors, Mohamed, ce que je viens de dire exactement à Mandocino, ça va dépendre. Tu mettras des bagages dans ton coffre en priorité. Si jamais tu as manque de place, tu mets ça au-dessus du toit, sur le coffre. Merci beaucoup, j'espère que toi aussi. Allez, on continue les amis. Maintenant, ce que je vous propose, c'est 2 petites choses. Est-ce que vous pouvez me dire, là c'est une question que je vous pose à tous, je vais vous faire participer rapidement. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, quels sont les 2 éléments auxquels on doit faire attention lorsqu'on charge un véhicule? C'est une question qui tombe souvent au permis de conduire. Quels sont les 2 éléments qui doivent être vérifiés une fois que le véhicule est chargé? Il y a 2 choses importantes à voir. Ok, très bien, Cristiano Ronaldo, bravo, c'est ça. C'est la hauteur des feux. Et Atrigo nous dit les pressions des pneus, ouais, les feux, pression des pneus. D'accord, il voulait dire les 2, mais il a voulu dire vite. Très bien. Donc effectivement, les amis, on doit faire attention au feu et à la pression des pneus. Alors, la pression des pneus, elle va être indiquée par un petit truc qui va se trouver sur la portière et que je ne sais pas si j'ai imprimé, mais je crois que je l'ai pas imprimé. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer sur le téléphone. Ne bougez pas. Donc, pour les feux, j'ai pas voulu imprimer dans l'imprimante, non. Voilà, ça ressemble à ça, les amis. Donc, là-dessus, c'est une plaque qu'on retrouve en fait dans la voiture.
tout simplement, au niveau de la portière, avant, en général. Moi, j'ai trouvé côté conducteur, côté passager, j'ai trouvé plutôt. Et donc, en fait, on vous donne les indications pour gonfler la pression des pneus. Donc, les pneus, fatalement, on va devoir les gonfler un peu plus, d'accord. En général, on va monter à 2,5 bars. C'est ce qu'en général, on demande pour toutes les voitures citadines en tout cas, et aussi les berlines. Mais après, vous vérifiez bien la plaque, d'accord. Pour les feux, comment ça se passe? En général, alors souvent, les élèves, vous avez tendance à dire que les feux, il faut comment dire, les baisser parce qu'effectivement, quand vous chargez le coffre, en fait, eh ben l'arrière de la voiture s'abaisse. Mais en vérité, c'est pas exactement vrai. Il faut bien savoir que dans une voiture, le moteur à l'avant, il est très très lourd. La partie avant est beaucoup plus lourde que l'arrière. Donc en réalité, quand on charge une voiture à l'arrière, elle n'a pas forcément tendance à se lever comme ça, mais elle va plutôt s'abaisser de manière en fait homogène, à peu près. Donc en vérité, les feux, il faudra avoir tendance plutôt à les lever. On va relever les feux. Et comment on va relever les feux? Là, pareil, ça je ne l'ai pas imprimé, je vous montre. On va regarder ici, les amis. Voilà, si vous regardez là, vous avez, donc ça c'est mon véhicule, là c'est le volant et le clignotant, voilà c'est ça, et donc là c'est côté portière, et si on va dans la photo d'après, vous voyez ici le réglage de la hauteur des feux. 0 étant la position de départ, et plus on monte 1, 2, 3 en fait, plus on va lever les feux, simplement. On continue? C'est bon? J'avance? Excellent. Petite chose que je voulais vous montrer, les amis, il y a un truc aussi particulier qu'il faudra faire attention pour ceux qui font beaucoup de vélos. Si jamais vous chargez en fait des vélos sur un porte-vélo à l'arrière de la voiture, vous devez, si jamais les vélos cachent la plaque d'immatriculation du véhicule, vous devez avoir une seconde plaque d'immatriculation à poser à l'arrière du vélo. Votre plaque d'immatriculation doit rester visible, les amis, sinon vous êtes en infraction. En revanche, si jamais, hop, je prends une nouvelle photo, le vélo est un système d'attelage qui se met sur l'aileron de coffre. Du coup, la plaque d'immatriculation est parfaitement visible. Et là, effectivement, vous n'avez pas besoin de mettre de plaque d'immatriculation puisque, regardez, on la voit, elle est visible. En revanche, les amis, pour des questions de consommation d'essence, moi, je vous déconseille vivement d'utiliser ce type d'infrastructure, enfin de construction. Évitez ce type d'usage. Privilégiez plutôt celui-là parce que le problème, c'est que dans ce cas-là, la prise au vent est trop importante. Comme la prise au vent est trop importante, votre consommation d'essence, elle va exploser. Mais je vous dis, les amis, hein, même avec ça, même avec un attelage comme ça, la consommation d'essence, elle augmente grave. Hein. Ça, c'est important à savoir, pardon. La consommation d'essence, elle augmente grave quand on transporte des vélos à l'arrière d'une voiture. Parce qu'il y a une grosse prise au vent. Ta plaque d'immatriculation, elle sera visible. Hop. Oui, effectivement, des doubles rétros, Nabil fait bien de le préciser. Il ne faut pas hésiter aussi à ajouter des doubles rétros, mais ça, c'est surtout dans le cas d'une remorque hein, aussi. Hein. Mais les doubles rétros, oui, il a raison Nabil, parce que les vélos, s'ils sont à l'arrière, forcément, les roues, elles gênent la visibilité dans les rétroviseurs, donc il ne faut pas hésiter à ajouter des rétroviseurs déportés, les amis, qui vont vous permettre de voir un peu plus large, derrière les roues des vélos qui sont attachés à l'arrière de la voiture. Mondocino, en fait, c'est pour ça que je te dis j'ai une hésitation. Tu penses pas mal. Ce que tu penses n'est pas idiot, mais je pense que quand bien même tu as toujours une résistance au vent, des fois il y a des vents latéraux et tu as forcément de la résistance avec des vélos. Donc ta consommation de toute façon, elle va être menacée. Hein. Tu vas consommer plus d'essence clairement. Effectivement, tu as tout à fait raison, Mondocino. Les amis, j'ai oublié de vous préciser qu'on doit aussi ajouter des feux. Donc, dans ce cas-là, très important, il a raison, on doit aussi ajouter des feux parce que les feux, en fait, là, du véhicule, ils sont gênés, tout simplement. D'accord? Alors que là, par exemple, il n'y a pas besoin d'ajouter de feux. C'est ça l'avantage du haillon de coffre, c'est qu'en fait, on les voit bien, les feux et la plaque. Allez, je continue, les amis. Maintenant, on va parler de chargement de la voiture et on va parler alors, là, je vous ai imprimé une petite feuille. Voilà. Donc, je vais essayer de la mettre à l'endroit quand même. On va voir mes yeux. Alors, voilà. Est-ce qu'on voit correctement? Bon, très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, les amis, ça a l'air un peu complexe comme ça, mais en réalité, c'est pas difficile, en réalité, de comprendre ce truc-là. Quand vous avez... Attendez, hop, je vais mettre ça là quand même. Hop, voilà. Quand vous avez, en fait, ici, toutes les remorques, là, quand vous voyez qu'il y a une remorque, lorsque le poids total à charge de la remorque est inférieur à 500 kg, alors, déjà, je vais commencer par le début.
C'est quoi, pardon, hein, je vais commencer par le début, c'est mieux, sinon vous n'allez pas comprendre le tableau. Qu'est-ce que c'est un poids total à charge et un poids à vide? En fait, le poids total à charge, c'est le poids du véhicule, ok, avec tous les occupants dans la voiture, plus tout ce que vous pouvez ranger dans le coffre, à la barre de toit, ce que tu veux. C'est-à-dire que tu as préparé ton véhicule pour partir en vacances ou faire ton déplacement sur ton chantier ou j'en sais rien, tu as chargé la voiture de ce que tu pouvais, c'est ça le poids total à charge. Le poids à vide, c'est le poids qui est donné par le constructeur de la voiture quand la voiture, en fait, dedans, il y a les sièges, il y a le volant, en gros, il y a tout ce qu'il faut dans la voiture, tu as mis le plein d'essence, il y a tous les niveaux d'huile, mais pas de passagers dans la voiture, pas de conducteur, personne. Ça, c'est le poids à vide. C'est une donnée qui est donnée par le constructeur. Si on prend ma carte grise, regardez bien, à moi, alors je vous ai imprimé toute la carte grise, mais je l'ai mis en grand. Donc ici, en F2, c'est dans F2, les amis, que vous avez l'information du poids total à charge. PTAC pour poids total à charge. Et ici, dans ma voiture, on peut remarquer que c'est 1651. Voilà, de mon côté, c'est à l'envers, mais je crois que c'est ça, 1651 normalement. Voilà. Et ensuite, le poids total à vide, donc l'information, elle est en G1 pour moi, c'est 1071, les amis. OK? Donc, imaginons, là, vous allez me dire, ouais, mais ok, d'accord, mais moi, comment je sais que j'ai dépassé le poids total à charge? Je fais comment pour le savoir? C'est pas évident à savoir, mais il y a quand même une indication sur votre catégorie qui est importante. Et là, il y a un tout petit calcul de maths à faire. Eh bien, tu vas simplement prendre l'information ici du poids total à charge. Elle est donc de 1651 kg pour ma voiture, 1 tonne 651, moins le poids à vide. Donc là, ma voiture, potentiellement, si je fais bien mes calculs de maths, je suis à 580 kg. Voilà. Si je fais le calcul de PTAC moins PV, eh bien, je suis à 580 kg. Donc, j'ai le droit de transporter, moi, dans ma voiture, 580 kg en plus du poids à vide. Donc, après, voilà, si tu vas faire, par exemple, demain tes courses, tu vas acheter des sacs de ciment, de mortier, tu as des travaux à faire, du bricolage chez toi ou tes parents t'ont envoyé en mission, eh ben, tu sais que sur les sacs de mortier, les amis, par exemple, le poids, il est indiqué. Donc, il suffit simplement de connaître le poids de chaque sac que tu vas prendre, de faire ton calcul rapide. Dans la voiture, tu sais si tu es tout seul ou tu es accompagné de quelqu'un dans ta famille, tu sais à peu près quel poids il fait, tu sais à peu près quel poids tu fais. Ben là, le calcul, il n'est pas très compliqué. Allez, à une vingtaine de kilos près, tu tombes t'as le bon résultat. Vous voyez? Voilà comment on calcule ça. Est-ce que c'est clair pour vous, cette différence entre poids à vide et le PTAC, ce qui nous intéresse ici, et qui est le poids total à charge? Est-ce que c'est clair pour vous? C'est bon, je continue? Ok, je continue. Donc, ici, donc maintenant qu'on connaît, les amis, cette problématique de poids total à charge et de poids à vide, maintenant qu'on sait ce que ça veut dire, eh bien, ce qu'on va regarder ici, c'est le poids total à charge, en fait, de la remorque. Donc, quand la remorque, les amis, quand votre véhicule, en fait, il a un poids total à charge de la remorque qui est inférieur à 500 kg, la plaque d'immatriculation est identique au véhicule tracteur. Ça veut dire que si ici ma remorque, elle fait moins de 500 kg, eh bien, moi, je n'ai pas besoin, en fait, d'avoir une plaque d'immatriculation spécifique pour cette remorque, ni une carte grise. D'accord? Ensuite, attention, dès qu'on est au-dessus de 500 kg, les amis, d'accord, la remorque, elle doit dépasser, en fait, elle doit posséder une carte grise et une immatriculation. Ok, donc dès que je suis au-dessus de 500 kg, la remorque doit posséder une carte grise, là, ici, là, et une plaque d'immatriculation. D'accord? On l'a mis ici, d'ailleurs, vous voyez? J'ai mis oui si le PTAC est supérieur à 500 kg. Ensuite, si la remorque, elle est supérieure à 750 kg, regardez bien, là, si la remorque a un PTAC, donc souvenez-vous, un poids total à charge supérieur à 750 kg, eh bien, j'aurai l'obligation d'avoir une assurance spécifique pour la voiture, en plus d'avoir une carte grise et une plaque d'immatriculation spécifique pour ma remorque. Ça va, jusque-là, c'est clair? Très bien. Et ensuite, simplement, pour le reste, les amis, on va suivre les indications. Vous, permis B, là, regardez, vous serez limité à... Attendez, j'ai du mal à lire de ce côté-là, c'est pas évident. Voilà, vous êtes limité à 3 tonnes 5, les amis. Attention, votre véhicule, les amis, votre voiture, plus le chargement à l'arrière, ne doit pas dépasser les 3 tonnes 5. Ça, c'est important. Faites-y gaffe.
D'accord? Sinon, vous pouvez prendre des amendes qui vont en fait de l'amende de classe 2 à l'amende de classe 4. Ça marche? Les infractions, elles peuvent être assez élevées. Par exemple, s'il y a pas s'il y a un dépassement de la charge de 3,5 tonnes, eh bien, en fonction de la masse qui dépasse, eh bien, tu vas avoir des amendes. Par exemple, si la masse, elle dépasse de 500 kilos, tu as une contravention de quatrième classe et 135 € d'amende. Ça marche? Et à chaque fois, tous les 500 kilos, tu reprends encore une amende. Ça marche? Et on peut aussi immobiliser le véhicule, les amis, hein. Donc non seulement vous prenez une amende, mais en plus, le véhicule peut être immobilisé. Ça va pour vous? C'est clair? Ça a l'air d'être clair plutôt, là, j'ai l'impression que tout le monde a compris. C'est top, je suis très content. Alors, 2 tonnes 550. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions, les amis? Ça fait bientôt 50 minutes qu'on a démarré, 40 minutes qu'on a démarré le cours, donc on a encore du temps. Est-ce qu'il y a des questions? Et bien sûr, je voulais juste vous préciser un truc avant. Quand vous allez transporter une remorque, faites attention. Il faudra aussi veiller à agrandir vos distances de sécurité, les amis. À nouveau, faire attention dans les descentes, à bien jouer avec le frein moteur, à privilégier le frein moteur sur le frein au pied. Bien sûr, utiliser le frein au pied, hein, mais privilégier le frein moteur. Il faudra faire attention aux panneaux aussi, des fois, vous avez des panneaux qui vous interdisent, un exemple, interdit au plus de 6 tonnes 5. Voilà. Bon, vous, ce sera pas le cas parce que vous êtes en permis B, donc vous êtes inférieur à 3 tonnes 5. Pour quelqu'un qui a le permis BE, pour quelqu'un qui a le permis B1C par exemple, eh ben, le permis pardon C1, eh ben lui, il devra faire attention à ce poids maximal. Ça marche? Ce que je veux dire simplement, c'est que quand vous quand vous quand vous tractez une remorque, ou si demain vous avez du poids qui est chargé sur le toit de la voiture, il faut juste switcher dans votre esprit et vous dire, OK, là, c'est une circonstance particulière. Je ne conduis pas comme ça d'habitude. Donc, il faut que je repotasse et que je vérifie si je suis OK à tous les niveaux parce que je transporte soit beaucoup plus de charge qu'à l'accoutumée ou parce que j'ai un véhicule qui tracte une remorque et qui est beaucoup plus difficile. Si on est sage, bien suivi, très clair, ben, je suis très content. Ok Mohamed, donc ce que tu veux dire, c'est que si tu es surchargé, tu vérifies les feux et la pression des pneus. Je suis complètement d'accord, je confirme ce que tu me dis là. On vérifie bien les pneus et on vérifie donc la pression des pneus et on vérifie la hauteur des feux. Pour la pression des pneus, je vous le remontre à nouveau les amis. Hop, la pression des pneus, c'est la plaque signalétique qu'on retrouve en fait. Ça, c'est la portière avant de ma voiture. Et là, c'est la plaque signalétique, elle est juste là. Là, voilà. Ça marche? Voilà, super. Bah écoutez, en tout cas, ce thème, il a été traité relativement rapidement. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai vérifié, normalement, on est bon. Est-ce que y en a qui ont des questions, même d'ordre un peu plus général? Donc, j'espère que c'est pas de mon côté le problème. Aruna, pour l'examen du permis, il pose des questions comme ça, hein. Exemple, il veut se dire, voilà, monsieur, à quoi on doit faire attention si on a un véhicule qui est chargé? Et la réponse qu'il attend, c'est la hauteur des feux et la pression des pneus, exemple, tu vois. Donc ça va être des questions de vérification intérieure-extérieure ou comment on appelle ça, des questions c'est en train de m'échapper, de premier secours, pardon, voilà, c'est des questions de premier secours. Oui, les remorques dépendent du permis en fait, hein. Je te montre ça rapidement. Donc tu vois, en fonction du poids de la remorque, voilà, en fonction du PTAC de la remorque, bah, tu sais si tu vas devoir passer quel type de permis en fait, tout simplement. Voilà, ça marche. Et après, c'est aussi en fonction du poids de la remorque et attaché en fait au véhicule, tout simplement. Voilà, donc là, tu as les C1E, ça c'est BE, B96 et le permis B qu'on connaît tous. Ah, Sarah, t'es super gentille, merci beaucoup. Sarah, bah écoute Sarah, si tu veux partager, là, je regarde l'écran, si tu veux partager ton enthousiasme avec notre contact journaliste, et si tu veux témoigner un peu de ce que tu vis avec nous sur ces premières semaines de confinement en live avec le code de la route, bah je t'invite à venir sur Instagram, envoie-nous un petit message et avec tes coordonnées, et puis nous on les transmettra si tu veux au journaliste qui prendra ton témoignage. En fait, c'est juste un témoignage écrit, hein, c'est tout, rien de plus. Hein, il demande pas de
Aruna, en fait, quand tu rates ton permis, il n'y a pas d'obligation d'attendre 4 mois. Ça va dépendre après de ton auto-école et des places disponibles qu'elle a. En fait, la problématique qu'on a aujourd'hui, qu'on rencontre en auto-école, c'est que une auto-école, elle a des places attribuées qui sont limitées pour certaines d'entre elles. Donc, c'est un système qui s'est voulu juste au départ, mais on rencontre quand même des difficultés avec les nouvelles auto-écoles qui se créent et qui ont pas souvent beaucoup de place. Et du coup, des fois, on est un peu bloqué. Les auto-écoles, elles se retrouvent un peu bloquées et on vous donne des dates dates d'examen, en fait, de repassage qui sont très longues. Maintenant, il y a une solution à tout ça, hein, vous savez, c'est le candidat libre. L'avantage avec Candilib, Candilib, surtout là, avant le confinement, ça commence à très bien marcher. Candilib, c'est entre 30 et 40 jours pour recevoir son accès au planning de réservation du centre d'examen et de ta date. Au bout de 30 à 40 jours, une fois que tu as l'accès, tu choisis ta date d'examen. Et là, quand tu choisis ta date d'examen, simplement, ça fait quoi? Ça fait en gros, tu as 2 mois d'attente, entre 1 mois et demi et 2 mois d'attente entre 2 passages. Pourquoi? Parce qu'avec Candilib, si jamais tu rates ton permis de conduire, ce que je vous souhaite pas, bien sûr, en fait, tu devras attendre 45 jours seulement avant de pouvoir accéder à nouveau au planning des réservations. Voilà. Donc, c'est un sacré avantage, en tout cas. Candilib, dans les départements et les régions où il est déployé actuellement, rend de grands services, en tout cas. Et lorsqu'il va être déployé à l'échelle nationale, alors évidemment, on n'est pas à l'abri de petits couacs, hein, il y a aussi des fois des petits loupés, mais clairement, ce système-là a vraiment facilité les choses. Alors, Aruna, avec Roule Raoul, c'est les élèves passent en candidat libre. Et simplement, nous, on met un lien pour que vous puissiez accéder au site Candilib. Là-dessus, vous faites votre inscription. En attendant, quand tu as fait ta inscription Aruna, simplement, qu'est-ce qui se passe? Tu conduis avec ton moniteur. Ton moniteur, il te prépare, il te fait un plan de formation personnalisé. Il y a un bilan pour ton évaluation. Après, on te fait progresser. On te fait conduire. Et on fait en sorte que tu acquières toutes les compétences. On verrouille tout ça. Une fois que tu as ton accès au planning Candilib, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est notre conseil à Raoul. Tu attends d'être avec ton enseignant de la conduite. Une fois que tu es avec ton enseignant, c'est lui qui va te dire en fonction de ses disponibilités à lui et surtout de ce qui te reste à travailler au niveau des compétences. Ok, voilà, Aruna, tu devrais attendre encore, tu devrais prendre une date pour dans 2 semaines, tu devrais prendre une date pour dans 3 semaines, tu devrais prendre une date pour dans 1 mois encore. Ou alors, vas-y, tu peux regarder dès maintenant, dès que tu as une date, tu peux sauter dessus. Parce que voilà, on est quasiment prêt. Et du coup, en attendant, toi, tu prends ta date et tu continues à travailler avec ton moniteur pour justement parfaire toutes tes compétences. Et le but, c'est d'arriver au jour du permis avec toutes les chances de ton côté. Aruna, franchement, oui, celui qui arrive du premier coup, il a pas que de la chance, en fait, c'est aussi de la gestion du stress. En fait, c'est une question de gestion du stress. Moi, tu vois, mon permis, j'ai mis du temps pour l'avoir, hein, je l'ai pas eu du premier coup. Pour être honnête avec vous, moi, mon permis, je l'ai eu à la 4e reprise. C'était il y a 15 ans en arrière, en 2003, et je l'ai eu qu'à la 4e fois. Je sais pas si vous imaginez. Alors, pourtant, aujourd'hui, je suis enseignant de la conduite. Donc, moi, à l'époque, bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je sais beaucoup mieux gérer mon stress, bien sûr. J'ai évolué. Mais à l'époque, quand j'étais plus jeune et j'ai passé mon permis à 20 ans, je savais pas. Alors, il a une amende, mais pas de points en moins qu'il ait le permis ou pas. Je sais pas, mais Pandora, faudrait que je vérifie. Les amis, ce que je vous propose, on va faire la vérification. C'est une question qui est importante et qui est pas mal, qui a pas mal soulevé les remarques ici. Ce que je vous propose, moi, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est un point du code de la route que j'aimerais d'abord réétudier. Et ce que je fais, c'est que je vous réponds carrément dans les commentaires. Pour ce point-là, en tout cas, on répondra dans les commentaires parce qu'il a l'air assez important. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous? Tout ce qu'on a vu là, est-ce que c'est... D'accord, l'amende de 4e classe. Ok. Super les amis. Allez, je vous dis merci beaucoup. Moi, je vous donne rendez-vous après-demain, vendredi, donc à 15h. On sera le 17 avril, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc ce vendredi 17 avril à 15h, les amis. Cette fois-ci, on va regarder ensemble tous les éléments de sécurité de la voiture. Donc ABS, ESP, airbag, etc. Vous allez voir, c'est passionnant ce truc. Moi, c'est un truc que j'adore faire. Venir sur la chaîne Instagram, nous solliciter en message privé. Voilà. Moi, je vous dis prenez soin de vous et rendez-vous dans 48 heures. Pensez, les amis, à faire des séries de codes justement sur ce thème-là, pourquoi pas. Et maintenant qu'on l'a vu ensemble, gardez ça à chaud et travaillez ça sur le niveau du code de la route. Et puis moi, je vous dis à vendredi. Prenez soin de vous et je vous dis
Ciao, ciao et à bientôt.